Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en ce début d'année. On va passer une nouvelle fois 1 heure ensemble. J'espère que tout le monde nous entend. On va bien sûr représenter l'équipe. Alors, tout d'abord, forcément, on va commencer par vous présenter tous nos vœux. On a repris la petite vidéo qui agrémente aujourd'hui notre site internet. Nous voilà au nom de l'ISQ, de toutes les collaboratrices et les collaborateurs. On vous présente nos meilleurs vœux de santé, bien sûr, que l'on souhaite une année démasquée, une année qui soit prolifique pour tous, de réussite, d'accomplissement, de développement de business et bien sûr de maintien de qualité. Ça va de soi. On est ravis de passer 7 heures ensemble. 4e webinaire sur l'audit de surveillance. 4e webinaire qui était la première série, en sachant que nous avons pris la décision de renouveler cette expérience et vous aurez donc un webinaire sur l'audit de surveillance par mois, février, mars, avril, mai et juin, et nous essaierons à chaque fois d'agrémenter, de compléter, de mettre des nouveautés, et vous verrez que nous avons quelques nouveautés, que ce soit sur l'arrêté ou le décret de fin d'année, que ce soit sur l'apparition, la disparition de Parcoursup. Donc tout ceci sera évoqué aujourd'hui, bien évidemment. On va d'abord commencer par se présenter. Donc, on a toujours le même trio, non pas le binôme, mais le trio. Alors, Benjamin, que l'on ne voit pas, toujours avec son bonnet en face de nous, à la technique et qui va gérer le chat et qui partagera les questions auxquelles nous pourrons répondre en fin d'intervention. Et bien sûr, donc, avec Raphaël. Alors, Raphaël, les nouvelles présentations en ce début d'année 2022. Très bien, merci Marc. Alors, nouvelle, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc, Raphaël de Saméros, chargé de mission qualité à l'ISQ. Mes principales missions ici sont donc la création, modification et la mise en place des procédures et vérifier qu'elles sont bien appliquées. Car tout comme vous, nous sommes aussi tenus de respecter certaines exigences, certaines règles, donc, et des audits aussi par le COFRAC, car nous sommes accrédités pour délivrer les fameux certificats Calliope. Et donc, laissez Marc vous se présenter à son tour. Et oui, donc Marc Verger, là aussi, pas de changement majeur en ce début d'année. Donc, ravi d'être avec vous, toujours auditeur à mes heures perdues et en charge des opérations et du développement à l'ISQ. Et on se fera un plaisir, je le rappelle, en fin de webinaire avec Raphaël, de répondre au maximum de questions. Bien évidemment, ce webinaire est enregistré. Vous aurez un replay et vous recevrez également un lien là-dessus. Ça va de soi. Allez, on est parti, on se lance. Alors, pour commencer, Marc, à qui s'adresse ce webinaire? Alors, c'est vrai, à qui question importante. A priori, ce webinaire s'adresse plus particulièrement en fait aux certifiés qui aient été certifiés dans le cadre d'un audit complet, un audit aménagé, et ceux également qui auraient pu bénéficier depuis leur audit initial d'un audit d'extension de site et ou de catégorie. Bien évidemment, s'il y avait des nouveaux entrants ou des non-certifiés qui nous aient rejoints, eh bien, c'est toujours un bon moyen d'appréhender quelle sera la vie à mi-parcours de la certification. Et pourquoi avoir choisi de mettre en place cette série de webinaires dès maintenant? Alors, dès maintenant, c'est vrai que ça fait donc le 4e. Il est important, et je pense que c'est de notre responsabilité en tant que certificateur, d'informer régulièrement nos certifiés ou ceux qui aimeraient venir se certifier auprès de l'ISQ sur la vie de la certification, des obligations qui vous incombent. Et il est vrai que si 2021 jusqu'au 29 décembre, date de notre dernier comité de certification, je dirais qu'en tant que certificateur, on s'est surtout concentré sur les audits initiaux. L'année 2022 va vraiment avoir un focus orienté sur les audits de surveillance. Les premiers ont déjà eu lieu en toute fin d'année dernière, mais on voit bien évidemment que le nombre de programmations est en train de grimper en flèche. Alors, avec la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant presque 2 ans,
différents amendements ont été publiés. Quels sont les impacts de ces amendements sur le cycle de certification? Alors, les premiers aménagements législatifs ont un impact, bien évidemment, et ceci concernait essentiellement les certifiés de 2019 et 2020 qui bénéficient d'une durée de certification de 4 ans et non de 3 ans, comme ceux qui auraient été certifiés en 2021 ou qui seront certifiés en 2022, ce qui fait que la période pour réaliser l'audit de surveillance est étendue pour ceux qui ont une certification de 4 ans entre le 14e et le 28e mois, alors que pour ceux qui ont une certification d'une durée de 3 ans, eh bien, il faut réaliser l'audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois. Très bien. Et quelles sont les sources que nous avons à notre disposition? Alors, les sources n'ont pas changé. Là aussi, en ce début d'année 2022, il y a toujours les arrêtés avec les liens hypertextes qui pourront vous renvoyer vers les textes originaux. Le fameux question-réponse, c'est toujours la V1 qui existe avec des questions qui abordent plus particulièrement l'audit de surveillance, la 1.11, la 1.12, la 2.7, la 3.1, la 3.4 et la 5.6. En sachant qu'aujourd'hui, les auditeurs qui se présentent tant pour les audits initiaux que d'extension et ou de surveillance, eh bien, s'appuient toujours sur le guide de lecture, la fameuse V7 qui est en vigueur. Alors, petite question d'ordre pratique. Je souhaite réaliser un audit d'extension de site ou de catégorie. Est-il plus judicieux pour moi de le faire avant ou après l'audit de surveillance? Alors, c'est une question que l'on a de plus en plus, puisqu'un certain nombre de prestataires ont des velléités, bien soit d'avoir des extensions de site, soit des extensions de catégorie. Mais en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est vraiment un calcul à faire au cas par cas, bien évidemment. Et là, je vous invite à vous rapprocher de votre certificateur et si c'est l'ISQ, bien, à vous rapprocher de nos équipes pour qu'on puisse voir avec vous quelle serait la meilleure stratégie. Clairement, nous avons pris un exemple. Si j'ai un organisme monosite qui fait un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros, j'ai eu un audit complet de 2 jours. Si je devais avoir une extension de catégorie, puisque je passe des contrats pro à des contrats d'apprentissage, eh bien, j'aurais 2 jours et demi d'audit. Et l'audit de surveillance serait à ce moment-là de 2 jours. Si on devait en fait inverser, à savoir faire l'audit de surveillance en amont, 1 jour et demi, et l'extension ensuite 2 jours et demi, eh bien, on s'aperçoit que l'audit de surveillance devrait être, a priori, en termes de coûts financiers, de temps investi par les équipes, pourrait être ou devrait être fait avant l'extension de catégorie, mais une nouvelle fois, il ne faut pas tirer une conclusion générale, il faut vraiment étudier ça au cas par cas pour chacun des prestataires. Eh bien, merci Marc pour ces éléments de réponse. Nous aimons savoir maintenant, pour l'audit de surveillance, qui est responsable de lancer les hostilités? Alors, au cas particulier de l'ISQ, bien évidemment, je ne me prononcerai pas sur le cas de nos confrères. On va dire que nous avons pris le parti de lancer, donc c'est-à-dire que l'ISQ va prendre contact par mail avec chacun des certifiés 2 mois avant le début de la période d'audit de surveillance. Contact par mail. S'il n'y a pas de retour, eh bien, il y a une relance qui est faite 1 mois après. S'il n'y a toujours pas de réaction du prestataire, il y aura une nouvelle relance par mail. Bien évidemment, à l'ISQ, c'est une équipe, ce sont des personnes, donc on va aussi avoir de l'humain derrière. Il n'y a pas que le digital qui compte. Et on va bien sûr prendre contact téléphoniquement avec chacun des prestataires pour pouvoir envisager la programmation des audits de surveillance. Pour les prestataires qui seraient peut-être des groupes d'éducation, qui pourraient être multimarques, avec également, en fait, avec plusieurs sites, ils peuvent bien évidemment nous contacter avant la sollicitation, et un certain nombre l'ont déjà fait, pour que nous puissions programmer les audits bien en amont et permettre ainsi une information des équipes sur la période de l'audit de surveillance. Donc, les 2 approches sont possibles et nous avons quasiment des rendez-vous, on va dire presque toutes les semaines en ce moment, avec des groupes qui ont plusieurs entités pour lesquelles il faut programmer un audit de surveillance. Et comment va se dérouler cette préparation de l'audit de surveillance?
Bien, en fait, lorsqu'on va vous solliciter, vous allez recevoir en fait un mail avec une possibilité et une invitation à vous connecter sur un formulaire qui sera à remplir en ligne. Et ce formulaire va nous servir à appréhender un certain nombre d'éléments que nous allons détailler après, quels sont les changements, les évolutions que vous avez pu avoir, et en fonction de ces éléments, eh bien, l'ISQ et l'auditeur qui sera assigné vont pouvoir mener la fameuse analyse de risque qui est précisée dans les textes et sur laquelle on va revenir également, et de ces informations, de l'analyse de votre situation et surtout de vos évolutions, l'auditeur vous adressera un plan d'audit et nous pourrons donc mener à bien l'audit de surveillance et nous reviendrons là aussi un peu plus tard sur quel pourrait être, et je parle bien en conditionnel, quel pourrait être le contenu de l'audit de surveillance. Et quelle sera la modalité de réalisation de cet audit de surveillance? Alors, la modalité, si on revient aux textes initiaux, avant les aménagements qui avaient été proposés, normalement, l'audit initial devait être fait en présentiel et l'audit de surveillance en distanciel. L'aménagement a permis de permuter les deux modalités, donc de commencer l'audit initial à distance et de faire l'audit de surveillance en présentiel. Donc, ce sera l'une ou l'autre, puisque sur un cycle de 3 audits, donc sur la certification, vous avez normalement 2 présentiels et 1 distanciel. Il y a pour autant quelques exceptions qui sont précisées dans l'arrêté du 6 juin 2019, où on nous parle de quelles seraient les exceptions, les signalements conformes aux règles de réclamation définies par l'organisme certificateur, les résultats d'analyse de risque et les organismes multisites pourraient aussi nous faire décider d'aller là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'une analyse de risque en fait? Eh bien, on va surtout appréhender, lorsque vous allez nous informer de vos évolutions depuis l'audit de surveillance, évolutions liées à votre volume d'activité, si vous deviez avoir réalisé des croissances organiques ou des croissances externes, eh bien, en quoi est-ce que cette croissance de votre chiffre d'affaires pourrait avoir un impact sur votre capacité à maintenir en fait les attendus du référentiel et des indicateurs qualité, le nombre peut-être important de non-conformités qui auraient pu être constatées lors de l'audit initial, des non-conformités majeures qui mériteraient une visite sur site, une défaillance constatée dans la maîtrise de la sous-traitance, et éventuellement la défaillance constatée dans le rôle de la fonction centrale. Donc, cette analyse de risque va prendre tous ces éléments et pourrait conduire le certificateur que nous sommes de vous imposer, le cas échéant, un audit en présentiel et non pas en distanciel. Eh bien, merci Marc pour cette réponse. Une petite question d'actualité. Un arrêté a été publié en toute fin d'année dernière. Que dit cet arrêté et quel est son impact? Alors, il est vrai qu'il y a eu en fait un décret, un arrêté. Un décret le 28 décembre et un arrêté le 30 décembre. Le décret prévoyait que pour l'audit initial, on pouvait les réaliser jusqu'à la fin du mois de juillet 2022 à distance, du fait du maintien malheureusement de la crise sanitaire. Donc là, eh bien, pour tous ceux qui bénéficieraient sur 2022, le premier semestre d'un audit initial, ils peuvent le demander à distance. Pour autant, ceci n'a aucun impact sur les audits de surveillance, c'est-à-dire qu'un audit de surveillance qui doit être réalisé soit en distanciel, soit en présentiel, on ne peut pas le modifier. Très concrètement, si l'audit initial a été réalisé à distance, l'audit de surveillance doit être réalisé, lui, en présentiel, et on ne peut pas prendre le prétexte ou l'excuse de la crise sanitaire pour transformer cette modalité. Si, pour quelque raison que ce soit, il ne semble pas opportun de réaliser l'audit dans les semaines ou les mois qui viennent en présentiel, eh bien, il vaut mieux décaler l'audit en respectant bien sûr le délai maximum, car nous ne pouvons pas réaliser 2 audits à distance, l'initial et la surveillance. Très bien, merci Marc. Et pour la durée de mon audit de surveillance, mon périmètre est le même, ça n'a pas bougé. Qu'en est-il de la durée? Alors, la durée était précisée dans le devis initial que vous avez reçu pour ce qui est de l'ISQ. On vous rappelle quand même que la question 2.7 a une question-réponse précise que vous n'avez pas, en tant que prestataire, à adresser un nouveau BPF à votre certificateur et que l'évolution de votre chiffre d'affaires n'aura pas d'impact sur la durée de l'audit de surveillance, puisque la durée de l'audit de surveillance est calculée par rapport au chiffre d'affaires communiqué lors de votre demande initiale.
Alors, c'est vrai que c'est un avantage pour ceux qui auraient pu connaître une évolution positive de leur chiffre d'affaires. Malheureusement, certains pourront regretter qu'avec une baisse, eh bien, il n'y a pas de diminution de la durée. Mais là, ce n'est pas à la main des certificateurs, puisque nous sommes uniquement là pour respecter en fait les textes de loi. Donc, nous nous en tiendrons à respecter le chiffre d'affaires déclaré lors de votre demande initiale. Et si à l'inverse, mon périmètre a changé entre mon audit initial et mon audit de surveillance, quelle sera la nouvelle durée? Alors, il est vrai qu'il peut y avoir en fait deux modifications qui pourraient avoir un impact sur l'audit de surveillance. C'est si vous avez enregistré des extensions de catégories et ou de sites depuis l'audit initial. Et donc, à ce moment-là, il y aura bien sûr la nécessité déjà d'avoir rédigé ou de rédiger un avenant au contrat initial, mais c'est surtout que nous allons prendre en compte ces éléments pour recalculer la durée. Et à ce moment-là, la durée qui avait été communiquée lors de votre demande initiale sera bien sûr erronée et on sera amené à vous signifier quelle est la nouvelle durée calculée. Avez-vous quelques exemples à nous montrer? On a pris un exemple tout simple. Ici, vous avez un organisme qui a un chiffre d'affaires compris entre 150 et 750 000 euros. Audit initial ou complet, on a bien vu complet ou aménagé, on voit bien qu'il y a une différence. Et bien sur l'audit de surveillance, il y aura en fait une demi-journée d'audit. Donc ça aussi, c'est repris dans les textes initiaux. Nous ne faisons qu'appliquer ces textes-là. Après, en fait, pour avoir votre durée, vous pouvez bien sûr vous rapprocher des équipes de l'ISQ. On sera un plaisir de vous répondre. Sinon, eh bien, replongez-vous dans votre veille légale et réglementaire, le fameux indicateur 23, et vous retrouverez les textes et le tableau de calcul. Typiquement ici, j'ai un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros. Je suis certifié sur la catégorie formation et la catégorie apprentissage. Eh bien, j'ai une durée de base de 1 jour, auquel j'ajoute une demi-journée pour la formation et une demi-journée pour l'apprentissage. Si je ne suis pas en fait multisite, eh bien, j'aurai un audit de surveillance de 2 jours. Eh bien, merci Marc pour ces éclaircissements. Cependant, si je ne me trompe pas, ça ne concerne que les audits monosites. Si je suis un organisme multisite, quelle sera la durée de mon audit de surveillance? Alors, il est vrai que sur l'audit initial, la durée était fortement en fait impactée par la fameuse formule de la racine carrée, puisqu'on était censé auditer un nombre de sites équivalent à la racine carrée du nombre de sites complets. La bonne nouvelle, et ici, ça va être donc une diminution du temps et des investissements. L'ISQ a pris le parti de n'auditer sur les multisites qu'un seul site dans le cadre de l'audit de surveillance en complément de la fonction centrale. Donc, il est vrai que là, ça va être, je pense, vraiment à l'avantage des prestataires d'avoir uniquement un site et non pas 5, 6, 7, voire 11 comme pour certains. Nous en savons maintenant un peu plus sur la modalité et sur la durée, mais qu'en est-il de l'auditeur? Qui va venir nous auditer? Alors, il y a la théorie et la pratique. La théorie, nous essayons de privilégier l'affectation du même auditeur qui a réalisé l'audit initial. Ça, c'est ce que nous souhaitons et ou peut-être aussi l'audit d'extension. Maintenant, dans la pratique, on va s'apercevoir que ce ne sera pas toujours possible pour différentes raisons très pratiques. Il se peut que l'auditeur ne soit qu'en activité. On en a 2 ou 3 d'ailleurs qui ont fait prévaloir leur droit à la retraite et tant mieux pour eux. Belle retraite en 2022. Il se peut aussi que l'audit initial a été réalisé à distance sans qu'on prenne forcément en compte peut-être la proximité de l'auditeur et auquel cas faire dépasser un Lillois sur Marseille risquerait d'être compliqué et on sera peut-être amené à changer l'auditeur. Et il se peut aussi qu'en tant que prestataire, vous souhaitiez changer d'auditeur et donc là, bien sûr, à vous rapprocher une nouvelle fois de nos équipes et nous ferons en sorte de pouvoir trouver bien un nouvel auditeur pour vous accompagner dans cet audit de surveillance. Alors, en début de webinaire, vous nous avez mentionné un formulaire. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, il est vrai que lorsqu'on va prendre contact avec vous, c'est une invitation. Vous connectez sur un formulaire qui va vous demander de remplir et ou de confirmer un certain nombre d'informations dont nous disposons. Typiquement, ce que nous souhaitons appréhender avant l'audit, c'est quelles sont les évolutions juridiques qui auraient pu avoir touché votre organisme. Est-ce qu'il y a des évolutions organisationnelles? Peut-être que vous ne faisiez pas appel à la sous-traitance lors de l'audit initial et que vous faites aujourd'hui appel à la sous-traitance. Donc, ça ouvrira forcément un indicateur à auditer. Il y a peut-être eu des évolutions matérielles, des nouveaux locaux, des nouveaux plateaux techniques, des déménagements.
Là aussi, il faut qu'on puisse l'appréhender, peut-être des évolutions dans le cadre des ressources humaines, avec un renforcement ou une diminution des équipes, des évolutions commerciales, une évolution du chiffre d'affaires. Vous traitez peut-être de nouvelles thématiques que vous n'adressiez pas lors de l'audit initial. Peut-être que vous proposez aujourd'hui des formations conduisant à un titre RNCP, ce que vous ne faisiez pas avant. Et là aussi, ça va nous ouvrir 3 nouveaux indicateurs potentiels. Donc, ce sont toutes ces évolutions que nous avons besoin d'appréhender pour nourrir notre analyse de risque qui a été évoquée un petit peu plus tôt et qui pourra avoir un impact sur en fait, le contenu même de l'audit de surveillance. Et à la fin, quels sont les objectifs de cette audit de surveillance? Si on devait en garder un seul, j'ai envie de dire, c'est de s'assurer et de vérifier que le référentiel est toujours en vigueur et toujours appliqué et que, en tant que certifié, on peut bien sûr maintenir votre certification. Il y aura bien évidemment une attention particulière qui sera accordée aux non-conformités qui auraient pu être constatées lors de l'audit initial, qu'elles aient pu être majeures et ou mineures. Bien évidemment. Et puis après, on verra aussi un focus particulier sur la fonction centrale. Et pour les organismes multisites, est-ce que l'objectif est différent? Oui, tout à fait. Il est complété par, et non pas différent. Dès lors que nous avons affaire à un prestataire multisite, il y a toujours ce fameux prérequis de la fonction centrale. Et donc, bien évidemment, au-delà du site qui va être audité, l'auditeur va quand même passer un certain temps à s'assurer que la fonction centrale est bien toujours en place, qu'elle assure toujours les missions qui avait pu être observée initialement et qu'elle a donc toujours l'autorité pour insuffler un certain nombre de changements et qu'elle exerce toujours ce contrôle et qu'elle est garante aussi du respect du référentiel par l'ensemble des sites. Donc, voici un petit peu ce qui va surtout être fait. Dans quelle mesure peut-on avoir un élément de réponse sur ce qui va être audité lors de l'audit de surveillance? C'est la question que tout le monde nous pose et c'est quasiment l'une des questions, ou peut-être la seule question pour laquelle on a beaucoup de mal à apporter une réponse précise et claire. Très concrètement, si la question est légitime, en fait, le contenu même de l'audit de surveillance va dépendre d'un certain nombre d'éléments. D'une part, et en premier lieu, la durée de l'audit. Une demi-journée, une journée ou plus, forcément, en fonction de cette durée, on ne pourra pas faire tout ce que l'on pourrait ou souhaiterait faire. Ça va dépendre du nombre de non-conformités qui avaient pu être constatées lors de l'audit initial et ou peut-être des audits d'extension. Ça va bien sûr dépendre aussi des évolutions que vous nous aurez remontées. On va aussi passer un certain temps à vérifier l'utilisation du logo et je crois, Raphaël, qu'on a quelques informations de première main à des GEFP après à communiquer sur l'utilisation du logo. Et puis, on va bien sûr aussi devoir appréhender quels sont les indicateurs qui n'auraient pas été audités lors de l'audit initial, soit parce que le prestataire a eu un audit aménagé, soit parce qu'il était nouvel entrant. Donc, il est vrai que donner une réponse précise est quasiment impossible. Pour autant, suite à l'analyse de risque qui aura été menée, le plan d'audit précisera très clairement bien qu'est-ce qui va être audité lors de l'audit de surveillance. Donc, si j'ai bien compris, nous avions une situation claire et définie pour l'audit initial, alors que pour l'audit de surveillance, c'est un peu plus sur du cas par cas. Mais qu'en est-il des indicateurs? Alors, c'est vrai que ça va être du cas par cas et on pourrait, donc là, sur ce slide-là, on voit tous les indicateurs qui sont marqués d'une croix rouge. Eh bien, ce sont des indicateurs qui n'avaient pas été audités lors de l'audit initial pour ceux qui ont bénéficié d'un audit aménagé. Mais en fonction des éléments qu'on a vus avant, comme la durée, les non-conformités, les évolutions, il se pourrait, et je parle bien en conditionnel, mais il se pourrait que certains indicateurs non audités lors de l'audit initial ne puissent peut-être même pas être audités lors de l'audit de surveillance, ne serait-ce que par une contrainte de temps, bien évidemment. Donc là aussi, une nouvelle fois, simplement pour nous préciser, vous confirmer que ce sera vraiment du cas par cas. Et pour cet audit de surveillance, quels seront les temps forts? Les temps forts, c'est exactement la même chose que lors de l'audit initial. Vous avez toujours une réunion d'ouverture où l'auditeur se présente, les interlocuteurs se présentent, on valide le plan d'audit.
et on détermine un échantillon d'action sur lequel on va bien sûr porter nos observations avec toujours ce temps d'échange. Il y aura toujours un temps aussi de synthèse pour l'auditeur pour rassembler ses notes et toujours une réunion de clôture où là, l'auditeur fera un état de la conformité et ou de la non-conformité qu'il aurait pu observer, puisque lors de la réunion de clôture, à l'issue de celle-ci, en tous les cas, le prestataire a une idée très précise de quelles sont les non-conformités, quelle est la nature de ces non-conformités, majeures ou mineures, et pour quelles raisons. Donc justement, si pendant cet audit de surveillance, l'auditeur constate des non-conformités, que ce soit des nouvelles non-conformités ou des non-conformités qui avaient déjà été constatées lors de l'audit initial, quelle va être la marche à suivre? Bien, en fait, on va exactement respecter les timings qui étaient en fait utilisés lors de l'audit initial. Vous allez avoir, s'il y a une conformité mineure, eh bien, en fait, un délai d'1 mois pour nous soumettre un plan d'action correctif. Si vous avez des non-conformités majeures, le délai légal est de 3 mois, réparti à l'ISQ en 2 paquets. 2 mois pour présenter un plan d'action, le mettre en œuvre, et 1 mois pour l'ISQ pour contrôler sa mise en œuvre effective. Donc, rien ne change donc, de ce côté-là. Pardon. Par contre, ce qui est important quand même de rappeler, c'est que si on devait observer des non-conformités mineures qui perdureraient alors qu'elles avaient été notifiées lors de l'audit initial, eh bien celles-ci seraient transformées en non-conformités majeures. Et si les non-conformités majeures devaient être constatées lors de l'audit de surveillance et qu'elles ne puissent pas être corrigées dans le fameux délai de 3 mois, là, le prestataire va risquer une suspension de certification. Voilà, donc ça c'est un petit peu, on va dire, comment va se passer ou comment pourrait se passer l'audit de surveillance. Maintenant, un des points qu'on a pu évoquer, c'est justement un des objectifs, c'est le contrôle de l'utilisation de la marque et du logo Calliope. Alors, Raphaël, sur quoi est-ce qu'on s'appuie justement là-dessus pour vérifier l'utilisation? Alors, comme tu le dis, Marc, les organismes certificateurs doivent s'assurer que leurs certifiés utilisent le logo Calliope correctement. Donc, vous n'êtes pas tenu de l'utiliser, mais lorsque vous l'utilisez, il y a des règles à suivre, une charte d'usage que vous avez donc reçue. Et en cas de manquement constaté à ces règles d'usage, nous sommes appelés donc à vous le signifier. Nous avons pour cela 2 méthodes de vérification, soit la méthode aléatoire, essentiellement sur vos sites internet. On va regarder vos pages d'accueil, vos onglets, comment vous utilisez le logo Calliope, et en cas d'utilisation non conforme, vous serez donc appelé à vous mettre en conformité. Il y a également l'audit de surveillance où, à ce moment-là, l'auditeur va regarder un peu plus en détail des supports que nous ne pouvons pas voir depuis notre bureau. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est documents papier essentiellement, voir où est-ce que vous le mettez et où est-ce que vous ne le mettez pas. Et sachez également que l'État également vérifie l'utilisation du logo Calliope de la part des prestataires, et en cas de manquement constaté, l'État se retourne vers l'organisme certificateur pour l'appeler à mettre en place des actions. Parfait. Alors, donc c'est notre responsabilité. Très bien. Alors, comment est-ce que je peux l'utiliser ou comment dois-je l'utiliser, ce fameux logo? Alors, pour ce faire, nous devons nous appuyer sur la charte graphique Calliope du 7 décembre 2020, car en décembre 2020, il y a eu une modification du logo. Donc, vous avez ici à gauche l'ancien logo qui ne possède pas le bandeau République Marianne, et donc à droite le nouveau logo en vigueur depuis le 7 décembre 2020 qui lui possède le bandeau République française plus la Marianne, et qui est donc celui-là qu'il faut utiliser. Donc, un nouveau logo, bon, nouveau, pas si nouveau que ça, 7 décembre 2020 quand même. Et pour autant, on sait qu'il y a d'anciens logos qui se promènent encore sur pas mal de sites Internet. Alors, le logo seul, oui ou non? Alors non, le logo seul ne suffit pas. À chaque fois que vous l'utilisez, malheureusement, vous devez utiliser une phrase obligatoire. Donc, je sais que parfois, ce n'est pas pratique dans certains cas de figure, mais c'est obligatoire de préciser
pour quelle catégorie d'action vous avez été certifié, car par exemple, vous pouvez faire de la VAE, mais pour un choix interne d'organisation, vous avez décidé de ne pas faire certifier votre VAE par Calliope. Donc, c'est important de préciser que Calliope ne porte pas sur ces VAE, par exemple. Très bien. Alors, un peu quelques déclinaisons. Qu'est-ce que je peux faire? Là, c'est toute ma créativité artistique qui va être testée. Exactement, Marc. Sur cette phrase, vous êtes libre de l'utiliser comme bon vous semble, que ce soit au niveau de la couleur de la police, on a ici des exemples en blanc, que ce soit au niveau du design, si je puis dire, du gras, de l'italique, vous pouvez le mettre à gauche, vous pouvez le mettre à droite. Il faut que ce reste en périphérie du logo Calliope, savoir que c'est lié à Calliope, mais voilà, pas d'obligation sur l'utilisation de la phrase à proprement parler. Très bien. Et par contre… Oui, un seul petit détail, effectivement, il faut que cette mention doit être de taille équivalente ou légèrement plus petite. On reprend les textes que processus certifié. Parfait. Et alors, là, on a tout un florilège artistique. Possible ou pas? Non, c'est interdit. Vous pouvez pas, tout ce que vous voyez là, vous n'avez pas le droit de le faire. Malheureusement, tel qu'on vous l'envoie, tel que vous devez l'utiliser. Je sais que certains organismes auraient bien aimé pouvoir l'adopter à leur charte personnelle en modifiant les couleurs. Malheureusement, c'est interdit. Vous devez l'utiliser bleu, blanc, rouge comme il est. Et pas le droit de non plus modifier la police, mettre des petits effets transparents. Là, c'est mort. Et donc, voilà ce qu'on peut utiliser. Alors, par exemple, on peut le mettre sur un fond photographique. Malheureusement, il faut l'utiliser sur un cartouche blanc tel qu'on le voit à l'image. Si vous utilisez aussi un pied de page coloré en noir, en rouge, en jaune, eh bien, il faut aussi utiliser le cartouche blanc pour le faire ressortir. Donc, le seul moyen, ça serait d'utiliser blanc sur blanc. Quand c'est blanc sur blanc, on n'a pas besoin, je dirais, de voir les rebords. Cartouche blanc sur blanc, ça suffit. Parfait. Et donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai le droit de faire et ne pas le droit de faire? Alors, on va commencer par ce que vous avez le droit de faire. Donc, vous avez le droit de l'utiliser sur votre site internet, que ce soit en page d'accueil, en pied de page ou dans des onglets dédiés, style qui sommes-nous, notre démarche qualité, nos certifications. Vous avez le droit de l'utiliser donc toujours en précisant les actions certifiées. Sur un catalogue de formation qui reprend toute votre activité, vous avez le droit de l'utiliser en première page ou deuxième page. Vous avez le droit de l'utiliser pour dire que voilà, tel organisme est certifié Calliope. Sur des diaporamas pour présenter votre organisme, par exemple pour répondre à des appels d'offres ou pour faire une petite présentation en début de prestation sur l'organisme, là vous avez le droit d'utiliser. Que ce soit sur des affiches ou des brochures, mais qui mettent toujours en avant l'organisme et son fonctionnement. Et également, nous avons donc été confirmés par la DGEFP que l'utilisation est autorisée sur les signatures de mail et cartes de visite, mais attention, toujours en précisant la petite phrase qui va bien, car sinon, c'est non conforme. Et les interdictions, donc à poser le logo sur les plaquettes de formation. Cette utilisation-là n'est pas autorisée car on pourrait se méprendre et croire que ce sont les formations qui sont certifiées Calliope, alors que c'est l'organisme. Calliope est une certification de processus, comme on dit. Également, on n'a pas le droit d'utiliser le logo sur les documents qui sont liés à une formation particulière, que ce soit un devis, une convocation, une convention, un contrat, une feuille de présence, une attestation de formation, une facture. On nous a demandé, même si c'est un document général que vous utilisez pour toutes les formations, quand il est vierge, c'est bon, mais une fois que vous le remplissez, eh bien, il devient lié à une action de formation en particulier, et à partir de ce moment-là, ce n'est plus conforme. Nous avons donc la question du papier en tête. Nous avons décidé qu'il est plus sage de ne pas l'utiliser, car encore une fois, voilà, tout dépend du contenu qu'il y aura à l'intérieur de ce papier une fois complété. Si c'est pour une information générale, eh bien, on serait dans les cordes, je dirais. Mais si le contenu se retrouve lié à une action de formation en particulier, eh bien là, on n'est plus bon. Donc, attention à
à tout ce casse-tête et ce méli-mélo de qu'est-ce qui va être sur le papier à la fin. Et nous avons eu également des petits suppléments d'informations sur un règlement intérieur ou un livret d'accueil. Eh bien, vous ne pouvez pas mettre le logo Calliope sur ces documents. Oui, alors ce que vient de dire Raphaël est important parce qu'on se nourrit bien sûr de vos questions. Alors, dans le cadre de nos échanges et nos communications, je dirais, au fil de l'eau et aussi dans le cadre de ces webinaires. Et soyez convaincus que nous remontons vos questions lorsque nous n'avons pas de réponse ou lorsque nous souhaitons nous faire confirmer les interprétations auprès de la DGEFP. Nous avons une oreille ou quelques oreilles attentives à la DGEFP qui veulent bien nous répondre. C'est pour ça donc on peut aujourd'hui dire que oui, signature de mail c'est possible, carte de visite c'est possible, RIS et ou livret d'accueil non. Ce sont des questions que vous nous aviez posées, que nous avons posées à la DGEFP et qui a bien voulu nous répondre. Donc là, les informations de première main et continuez à nous nourrir de vos questions puisque ça enrichit aussi bien évidemment notre capacité à vous donner de l'information pertinente et actualisée. Alors Marc, depuis le 1er janvier 2022, il existe une liste des prestataires certifiés Calliope. Pouvez-vous nous en dire plus sur quel est le rôle de chacun au niveau de cette liste? Oui, bien sûr. C'est un sujet brûlant et on a deux ou trois slides là-dessus, hein, en tous les cas en lien avec cette remontée. Alors, premier point, la remontée a été testée depuis le mois d'octobre avec la DGEFP et est effective et nourrit cette fameuse liste des organismes certifiés depuis le 1er janvier. Ce n'est jamais qu'une obligation qui est dans les textes, hein, c'est l'article R6316-5 du Code du travail. Les organismes certificateurs et les instances de labellisation reconnues par France Compétences transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle, la DGEFP, les listes de prestataires certifiés. Donc, l'ISQ respecte depuis le mois d'octobre et bien évidemment depuis le début d'année cette obligation et cette liste est accessible sur le site du gouvernement. Maintenant, il est important de bien savoir qu'est-ce que nous remontons comme information et ce qui nous a été demandé de remonter par le ministère. Nous ne remontons que le numéro de NDA, que le numéro de sirène, que les catégories certifiées et non certifiés et la date de début de certification et la date de fin de certification. L'ISQ et les certificateurs, et j'insiste, ne remontent aucune autre information que ces 4 éléments-là et on va voir pourquoi c'est important. D'autres informations? Alors, en fait, oui, et encore un appel aujourd'hui et un petit clin d'œil à Myriam si elle tient bien son engagement d'être avec nous aujourd'hui. Nous ne remontons pas le nom du prestataire. Vous l'avez bien vu, un numéro de sirène, numéro de NDA, catégorie et date d'obtention et de fin de validité de votre certification. Ce qui veut dire que sur la liste, et là on vous avait mis le lien hypertexte pour y accéder, sur cette liste, il y apparaît par contre, vous avez des noms. Et les noms qui apparaissent sur cette liste eh bien, sont en fait incrémentés par le ministère et se basent sur le nom qui figure sur votre BPF. Et nous savons que ceci peut poser certaines difficultés puisque, en fait, le nom qui apparaît sur votre BPF n'est pas forcément votre marque commerciale, celle que les OPCO connaissent, celle que les bénéficiaires connaissent, celle que vos clients connaissent. Et là, les certificateurs n'ont pas la main dessus. Donc, une nouvelle fois, si votre nom commercial n'apparaît pas sur la liste des certifiés, le certificateur ne peut rien faire pour vous puisque c'est le nom qui apparaît sur votre BPF, éventuellement sur votre CABIS peut-être, ou en tous les cas votre récépissé de déclaration de numéro d'activité. Et donc, que trouve-t-on sur cette liste? Quelles sont les principales informations? Alors là, il faut tout répéter 4 fois ce qui est important. Donc, on vous a remis à l'écran, il y a d'autres colonnes dans le fichier, mais pour autant, on va voir votre numéro DNDA, votre dénomination, celle qui est sur le BPF, votre numéro sirène, le SIRET, l'adresse, et cette adresse n'est pas remplie pour tous les prestataires, mais là aussi, ce n'est pas les certificateurs qui remontent l'information, c'est la DGEFP qui incrémente cette partie-là. Et eh bien, apparaît également quelles sont les catégories d'actions pour lesquelles vous êtes certifié. Sur l'exemple que vous avez ici, ceci veut dire que cet organisme de formation, ce prestataire, est uniquement certifié sur la catégorie
action de formation et qu'il n'est pas donc certifié ni sur la VAE, ni sur le bilan de compétences, ni sur les actions par apprentissage. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, très important, c'est que la remontée d'informations se fait tous les jours. Et à 16 heures, on a un retour de la DGEFP. S'il y avait un blocage pour un ou plusieurs prestataires, l'ISQ prend directement contact en fait avec le prestataire par téléphone et on vous confirme ça par mail si on n'arrive pas à vous joindre. Et quand bien même on vous a parlé, on vous le confirme par mail. C'est vrai que cette information est importante puisque là, vous devez tout mettre en œuvre pour essayer de régulariser votre situation. Il y a généralement en fait deux cas de blocage. Hein. C'est que le numéro de NDA est devenu caduc. Vous avez déménagé, vous avez oublié de nous prévenir, ou vous avez oublié de prévenir l'adresse, je ne sais pas. Vous avez oublié de faire votre BPF, mais là, normalement, la caducité aurait dû être prononcée plutôt au mois d'octobre, novembre dernier. Et s'il y a une dissonance entre le numéro de sirène et le numéro de NDA, d'après les fichiers de la DGEFP, là aussi, ça va bloquer. Et donc, dès lors qu'un rejet est constaté, vous avez à ce moment-là un délai de 2 mois pour bien mettre tout en œuvre pour régulariser la situation. Si au-delà de ce délai de 2 mois, vous n'avez pas réussi à régulariser votre situation, faire en sorte que votre NDA soit à nouveau actif, là, par contre, vous risquez une suspension de certification et ça peut aller même jusqu'au retrait de la certification, puisqu'un organisme qui n'a pas de NDA actif ou qui n'a pas un NDA correspondant à son sirène ne peut pas être certifié. Bien, merci Marc pour toutes ces informations sur cette nouvelle liste. Autre point, nous avons eu vent de certains OPCO qui refusent de prendre en charge des prestations. Que pouvez-vous nous en dire? Alors, c'est vrai qu'un certain nombre de nos certifiés sont revenus vers nous nous disant on ne comprend pas, des OPCO ont refusé de prendre en charge des formations. Alors, il faut là aussi regarder au cas par cas. Nous savons que certains OPCO regarderaient toujours Datadoc. Donc ça peut être une des raisons parce que pour certains, ils ne sont plus sur Datadoc. Certains OPCO ne connaîtraient pas forcément l'existence actualisée de cette liste. Donc, n'hésitez pas à retourner vers vos OPCO. N'hésitez pas à transmettre votre certificat et n'hésitez surtout pas à informer, bon c'est un peu le comble mais quand même, mais à informer les OPCO ou vos interlocuteurs qu'il y a bien une liste nationale d'organismes certifiés et qu'elle est à la main de la DGEFP et qu'ils peuvent vous trouver dessus, bien évidemment. Et dans le même esprit, si je suis certifié et que je ne suis pas sur Parcoursup? Alors là aussi, hein, on nous a remonté quelques difficultés. Alors, pour être visible, hein, entre autres sur Parcoursup, on nous dit qu'il faut être un CFA responsable. Alors, ce slide, modifié sur la forme, mais sur le fond, provient de Défi Métier, donc le Cariforef d'Île-de-France. Il faut être un CFA responsable, avoir le label Calliope, avoir une certification enregistrée sur le site de France Compétences et être éligible à l'apprentissage. Bien évidemment, référencer l'offre d'apprentissage sur le Kilo Île-de-France. Maintenant, il y a une phrase très importante sur la présentation qui est disponible en téléchargement sur le site de Défi Métier. Les UFA sont juste des lieux de formation et ne doivent pas être référencés. Donc, clairement ici, dès lors que vous êtes UFA, il se peut que vous n'apparaissiez pas sur Parcoursup. Donc, toutes les parties prenantes ont bien conscience de la situation et on ne peut que vous inviter à vous retourner vers vos Cariforef et vers différents interlocuteurs pour voir qu'est-ce qu'il peut être fait. Reste à voir si les Cariforef vont modifier leur approche et autoriser les UFA à être référencés. À ce jour, ça ne semblerait pas être le cas et pour autant négociable au cas par cas d'après nos dernières informations. Mais voilà, là aussi, ce n'est pas du fait des certificateurs, mais bien du fait des Cariforef si les UFA ne sont pas présents sur Parcoursup. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui notre présentation. Donc vous avez pu, pour ceux qui auraient assisté au premier, au deuxième ou au troisième, on a essayé de mettre un petit peu à jour un certain nombre d'éléments, des nouvelles informations. Et Raphaël et moi, eh bien, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Et donc là, je pense qu'on va enfin entendre la voix de Benjamin. Bonjour à tous. Alors, effectivement, j'ai bien noté
les nombreuses questions qu'on a reçues et que vous nous avez posées pendant ce webinaire. Je vais les prendre dans l'ordre d'apparition. On ne va pas faire de favoritisme. Donc, on en a quand même toujours un certain nombre sur l'usage du logo. On y reviendra. Alors, une première question, Marc. Les formateurs externes doivent-ils avoir un NDA? Un peu long à répondre comme ça. Tout dépend si ce sont des formateurs en fait dont c'est l'activité principale ou si ce n'est pas l'activité principale. Peut-être qu'on pourrait faire un rappel sur nos réseaux sociaux sur ce cas précis, mais ce n'est pas une obligation pour tous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'aura pas le temps, mais peut-être une publication à faire sur les RS pour nous. Ça marche. On nous demande, notre auditeur nous a dit que normalement, il sera de nouveau notre auditeur pour l'audit de surveillance. C'est tout à fait possible et ça correspond à ce qu'on vous a dit. Dans la théorie, on va essayer de privilégier, de maintenir l'auditeur de l'audit initial, bien évidemment. Donc, si on peut le faire, on le fera avec plaisir. Très bien. Quel est l'impact d'un changement de forme juridique si le prestataire de formation passe du statut association au statut SAS, par exemple? Mais en fait, alors là, ça va avoir un impact. Il y a tellement de statuts possibles, on ne va pas tous les décliner. Pour autant, passer d'une association à une SAS, là, normalement, vous risquez fort d'avoir un nouveau numéro de sirène et ou sirette. Et donc possiblement également un changement de NDA. Donc là, si ces changements devaient être observés, je vous invite, déjà à vous rapprocher de nos services pour nous le notifier et on étudiera ce qu'il convient de faire. L'idée étant que certaines modifications peuvent conduire à recommencer le process de certification. Merci Marc. Si on passe de monosite à multisite à l'issue de l'audit de surveillance, comment ça se passe concrètement? En fait, indépendamment du timing, dès lors que vous êtes monosite et que vous passez en multisite, donc ça veut dire qu'il y a au moins un deuxième site qui va arriver, là, vous êtes obligé de faire une demande d'extension de site. Et donc, il faut déjà prévoir un audit d'extension de site. Reste à voir au cas particulier de ce prestataire s'il aurait intérêt à faire son extension avant ou après l'audit de surveillance. Donc là aussi, à revenir vers nous pour qu'on puisse essayer de voir ce qui semble le plus pertinent au regard de la situation particulière. OK. Une question sur les modalités d'audit. Donc, un audit initial qui a été réalisé à distance, est-il obligatoire de réaliser à distance ou est-ce que c'est sur site obligatoirement pour l'audit de surveillance du coup? À distance en initial, c'est obligatoirement présentiel lors de l'audit de surveillance et si pour des raisons de cas contact, de tout ce que l'on veut, on ne peut pas le faire, et bien on ne peut que décaler, mais on ne pourra pas réaliser l'audit de surveillance à distance si l'audit initial a été déjà fait à distance. D'accord. Très bien. Toujours dans le pratique, qui doit prendre rendez-vous pour cet audit de surveillance? Est-ce l'auditeur ou est-ce l'audité? Alors, on vous contacte, c'est une nouvelle fois, c'est l'ISQ. L'ISQ vous contacte par mail, vous invite à préciser quelles sont vos évolutions. On peut aussi vous prendre contact avec vous en termes de relance par téléphone, mais chaque prestataire peut devancer notre prise de contact et nous solliciter en amont. Donc, on va dire que normalement, la règle voudrait que ce soit l'ISQ qui fasse le premier pas. Et si vous le souhaitez, vous faire le premier pas avant nous, n'hésitez pas et on sera là pour vous aider. Ok, je reste toujours dans le pratico-pratique. Une fois qu'on a complété le formulaire pour l'audit de surveillance, à quel moment reçoit-on la date définitive et le plan d'audit correspondant? Alors en fait, dès lors que le formulaire a été reçu, il va être traité par nos équipes, voir s'il y a besoin de clarifier ou pas un certain nombre d'éléments. À ce moment-là, on va en fait adresser au prestataire la facture et c'est au moment de l'établissement de la facture et qu'on a validé les informations transmises que le service planification, essentiellement Sarah, voire Natalia chez nous, va prendre contact avec le prestataire pour convenir avec lui ou avec elle d'une date d'audit. Donc l'ISQ n'imposera pas de date, on fera exactement comme pour l'audit initial, on va essayer de trouver un terrain d'entente pour convenir de la date ou des dates d'audit. Ça marche. OK. On arrête là pour le pratico-pratique. J'ai quelques questions sur Datadoc. Alors, la première, faut-il être forcément inscrit sur Datadoc quand on est Calliope? Alors,
Non. Il y a pas mal de confusion apparemment en ce moment. J'ai récupéré un certain nombre de mails adressés par Datadoc à certains de nos certifiés. Un des derniers mails que j'ai pu recevoir précise qu'il n'est pas nécessaire, en tous les cas, même aujourd'hui, de mettre le certificat Calliope sur Datadoc, puisqu'en fait, ça risque de vous suspendre de Datadoc. Malheureusement, je crois qu'il y a pas mal de confusion. C'est vrai que le premier trimestre 2022, ou à minima le mois de janvier, risque d'être un petit peu compliqué. Mais il n'y a pas d'obligation d'être sur Datadoc pour un certifié, puisque la liste qui fait foi aujourd'hui, c'est la liste du gouvernement. Ok, on est d'accord. Et du coup, en découle une autre question. Quel va être l'avenir de Datadoc? Est-ce qu'on en a une idée? Non, on peut avoir une idée personnelle, donc pas forcément la partager, mais clairement aujourd'hui, Datadoc reste toujours là. Je crois qu'il y a un certain nombre de réflexions sur quelles pourraient être peut-être les nouvelles missions ou les missions complémentaires de Datadoc, mais il est vrai qu'en respect des textes de loi, on est bien sur des textes de loi, ce qui fait foi aujourd'hui pour ce qui est des prestataires certifiés, c'est cette liste du gouvernement mise à jour par la DGEFP. Et donc, la question que l'on se pose sur le devenir de Datadoc est tout à fait légitime. Nous n'avons pas de réponse précise sur le sujet aujourd'hui. Ok, donc finalement, est-ce qu'on doit continuer à valider les critères sur Datadoc? Aujourd'hui, sauf à ce qu'il y ait des précisions qui soient apportées, il n'y a aucun besoin de continuer à utiliser Datadoc puisque vous êtes certifié. Et je parle bien des certifiés Calliope. Ok, je me tourne vers toi, Raphaël. Toujours sur Datadoc, mais on se rapproche un peu du logo. Peut-on toujours laisser le logo Datadoc sur un site internet, des présentations, des cartes de visite, etc., etc. Je dirais que oui. Si l'organisme est toujours datadocké et toujours actif sur Datadoc, oui, il n'y a pas de a priori non. Pas de contre-indication. Ça marche. Alors, j'en viens maintenant vraiment à l'utilisation du logo Calliope. Alors, je les prends dans l'ordre d'arrivée. Dans le cadre d'un CFA hors les murs, c'est le CFA qui est certifié Calliope. Les UFA peuvent-elles utiliser les logos CFA/Calliope accolés à leur propre signature et logo? Alors non, les UFA ne peuvent pas utiliser le logo Calliope. Super, bon, comme ça au moins c'est clair. Peut-on apposer le logo Calliope sur les programmes de formation? Non, sur les programmes de formation, vous ne pouvez pas les utiliser également. Ok, donc pourquoi ne peut-on pas mettre le logo sur un livret d'accueil? Alors ça, c'est les dernières consignes de la DGEFP. Donc nous, on applique, je dirais, bêtement. Plutôt l'esprit de Calliope serait plutôt de mettre en avant le fait que vous avez été certifié Calliope. Donc ça a plus de sens d'être sur un site internet ou sur un PowerPoint de présentation que sur un livret d'accueil. Ok, très bien. Alors, ça, c'est une question qui est revenue pas mal de fois. Est-ce qu'on peut indiquer qu'on est Calliope sous le numéro un tel sans mettre le logo sur les documents? C'est-à-dire qu'en gros, on aurait juste une phrase écrite, mais sans le logo Calliope. Il n'y a pas de doctrine en la matière aujourd'hui. Mettre vous êtes Calliope sous référence. La référence n'appartient qu'au certificateur et n'a pas de reconnaissance en fait au niveau, on va dire, des services de l'État. Ça me paraît quand même compliqué et qu'aujourd'hui, la mise en avant de Calliope passe d'abord par la mise en avant du logo avec les règles de présentation, d'utilisation qui ont été présentées aujourd'hui. Donc moi, je prends à ce réponse à chaud, non. D'accord. Globalement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut quand même plus s'en tenir à ce qui est spécifié et essayer de ne pas trop louvoyer. Ok, voilà. Ça marche. Alors, une question très spécifique. Le logo Calliope sur le catalogue général, ok, mais sur un catalogue ciblant une catégorie d'apprenants. Par exemple, le catalogue des formations uniquement pour des kinés. Est-ce que ça fonctionne? Alors, difficile d'avoir une réponse sans creuser un petit peu plus. Si vous avez des prestations qui s'adressent
Si l'ensemble de vos prestations ne s'adresse qu'à des kinés, on peut partir du principe que le catalogue présenterait l'entièreté de vos prestations et auquel cas on a envie de dire oui. Maintenant, si les kinés ne sont qu'une de vos cibles et que ces thématiques en lien avec les kinés ne sont qu'une partie de vos prestations, là, on aurait une tendance à dire non. Très bien. Ok, je retourne un peu sur le chat. Vous avez été nombreux à nous poser des questions là dans les dernières minutes, donc on va en prendre quelques-unes. On ne pourra pas répondre à l'ensemble de ces questions. Je vais les prendre dans l'ordre. On n'est plus sur le logo cette fois-ci. Donc, si j'élargis mon activité au CFA, est-ce que cela influence ma certification Calliope pour action de formation? Ah bah, bien sûr, puisque si vous souhaitez demain faire de l'apprentissage, vous devez déjà demander une extension de catégorie sur l'apprentissage. Donc, ça va vous imposer un audit dit d'extension. Et deux, ça aura un impact aussi sur la durée de l'audit de surveillance si vous faites l'audit de surveillance après. Très bien. On a notre ami Pascal Souclier qui nous demande si on peut réaliser un audit blanc dans le cadre d'un audit de surveillance. Bonjour Pascal, bonne année. On se connaît bien. En fait, l'ISQ et les certificateurs organisés comme l'ISQ n'ont pas le droit, je dis bien le droit, de réaliser d'audit blanc avant l'audit de surveillance. L'audit blanc ne peut être réalisé qu'en amont d'un audit initial. Un autre grand désespoir d'ailleurs, commercial, mais on ne peut pas le faire. Nous n'avons pas le droit en fait. On travaille à trouver des alternatives pour être en capacité de demain, mais à ce jour, nous n'avons pas le droit de le faire. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'on va forcément échantillonner les mêmes actions de formation lors de l'audit de surveillance qui ont été donc échantillonnées lors de l'audit initial? En fait, il y a une double réponse ou une double question. L'échantillon se veut représentatif. Donc, il est vrai que si vous avez, on va prendre les langues, qui est un des métiers que je connais le mieux, si dans les langues, vous faites 80% d'anglais et 15% de français, il n'y a pas de raison que j'aille chercher du javanais et du japonais sur le lit de surveillance. Par contre, je vais donc m'orienter peut-être une nouvelle fois sur de l'anglais et sur du français. Pour autant, je prendrai des nouvelles actions, à savoir, je ne prendrai pas les mêmes bénéficiaires. Très bien. Alors, une question qui revient également, je pense qu'il faudrait qu'on précise un peu. L'audit de surveillance doit avoir lieu entre le 14e et le 22e mois, à partir de la date d'audit initiale ou de la date de levée des non-conformités? À partir de la date d'obtention de la certification. Et sur votre certificat. Oui, qui est sur le certificat. Qui est inscrit sur votre certificat. OK. Alors, si une nouvelle activité de formation, audit d'extension, ou est-ce inclus dans l'audit de surveillance? Non, on ne peut. Ce sont deux audits différents. Donc, c'est là tout l'intérêt de vous rapprocher de nous pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui aurait peut-être le moins d'impact temps, et donc pour vous aussi financier, sur la chronologie en fait des audits. Est-ce que je fais l'extension avant la surveillance ou inversement? On ne peut pas cumuler les deux. Ce sont bien deux audits séparés. Très bien. Une question, on revient un peu sur le pratique. Dans le cadre d'un audit de surveillance à distance, comment ça se passe? Est-ce que c'est Zoom? Est-ce que c'est Teams? Est-ce que c'est Skype? Alors, ça se passe comme se sont passés tous les audits blancs à distance et tous les audits de mission à distance. En règle générale, c'est plutôt le prestataire qui va mettre à disposition le moyen d'échange. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de Zoom, beaucoup de Teams, Google Meet, Skype très peu. Et il y a d'autres moyens qui existent. Si le prestataire est dans l'incapacité de le faire, l'auditeur peut essayer de proposer le moyen. Ce qui est important, c'est d'avoir un moyen qui permette en fait de partager les documents et donc de partager les écrans, puisque vous devez montrer à l'auditeur quels sont les éléments de preuve, bien évidemment. Ça veut dire que si d'aventure votre audit de surveillance devait se réaliser à distance, là par contre, on peut le transformer en présentiel à votre demande. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous avez peur de je ne sais quel élément, vous pouvez tout à fait transformer du distanciel en présentiel, mais l'inverse n'est pas possible. OK. On va prendre une dernière question. Ouais. Je suis navré pour les personnes qui
qui n'auront pas eu de réponse à leurs questions parce que il y a encore une liste de 35 questions en attente. Je vous invite quand même à visiter notre site internet. Dans la partie Calliope, vous retrouvez une FAQ qu'on met à jour le plus régulièrement possible et qui pourra sûrement répondre à vos questions. Alors, une petite question rigolote pour la fin, en fait, que j'aime bien. On nous demande si on peut encadrer le logo Calliope et le mettre à l'accueil comme une autre certification et donc, du coup, vraiment le mettre en valeur à l'accueil de locaux, par exemple, en l'encadrant. En fait, sur le logo en respectant bien sûr, avec la petite phrase et tout qui va bien, pourquoi pas l'encadrer. Vous pouvez aussi encadrer votre certificat. Bien sûr, vous pouvez encadrer la photo de votre auditeur si vous le souhaitez aussi. Non, mais il n'y a pas de raison dès lors que vous respectez une nouvelle fois la règle de communication, en sachant que le logo seul avec la phrase qui serait dans un cadre dans les locaux, eh bien, fait bien référence en fait à l'organisme et pas à une action spécifique. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci à toutes et tous pour votre participation. Et pour rappel, donc, à partir du mois de février, on reprogrammera des webinaires focus sur l'audit de surveillance, parce que vous êtes encore nombreux à avoir pas mal de questions et on essaiera d'y répondre. Et on va essayer de les enrichir, bien sûr, ces webinaires avec ces questions. Donc, de toute façon, Benjamin va faire quand même une collecte des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu, bien évidemment. Nous vous remercions, Raphaël et moi, bien de votre attention, de votre présence. Et sachez que toute l'équipe de l'ISQ reste à vos côtés. On travaille, petite info quand même, on travaille à organiser d'autres webinaires sur des thématiques qui sortiraient un petit peu de l'audit de surveillance, bien sûr, pour vous nourrir aussi sur le fond, avec un projet également de réunion régionale sur un certain nombre de métropoles françaises avec d'autres partenaires. Donc j'espère que d'ici la fin du mois, on pourra vous annoncer un rapprochement des Parisiens, que je ne suis pas, mais de nos amis régionaux. Donc très bon début d'année, belle année à toutes vos équipes, bon business, et on vous dit au mois de février si vous voulez nous rejoindre pour le 5e webinaire. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.